Bonjour à tous et à toutes. On m'a demandé de revenir un petit peu sur le choix du voilier habitable. Il y a plein de gens qui ont encore plein de questions. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus pointue sur le sujet. Alors avant d'attaquer la vidéo, parce que je sais que voilà, à chaque fois qu'on fait une vidéo, souvent elle peut être mal interprétée parce qu'on a tous des programmes de navigation différents et forcément il y a des histoires de taille, de choix qui sont souvent mal interprétées. Bon là je vais parler comme si aujourd'hui j'étais en famille, donc on va dire 4 personnes, 2 adultes avec 2 enfants. On a un budget qui va entre, on va dire, 100 et 200 000 euros à mettre pour un bateau. Et le programme, ce serait plutôt de partir autour du monde par les alizés. Voilà, en prenant ça en considération, donc ça va être un père de famille avec son épouse et ses 2 enfants. Ils ont un budget qui est intéressant pour acheter un voilier. Et ils veulent partir faire un tour du monde voilà, par les alizés, quitter l'Europe, traverser, passer un petit moment dans les Antilles, puis tout doucement aller sur Panama, puis de l'autre côté et faire le tour. Alors, déjà, il y a le choix du destrier, c'est-à-dire, on va se dire, la première question que tu te poses quand tu fais ça, tu te dis, est-ce que je vais aller sur un monocoque ou est-ce que je vais aller sur un catamaran à 200 000 euros dans les monocoques, dans les catamarans, pardon, tu vas être sur, si vous êtes 4, que tu veux une taille conséquente, alors je vais revenir sur les tailles de bateau, mais si tu veux quelque chose qui fait plus de 40 pieds, sur les catamarans aujourd'hui, si tu veux un 42, 43 pieds, quelque chose comme ça, ça va être difficile d'être sur des modèles assez modernes. Tu vas être sur des Casamance Fontaine-Pajot, tu vas être sur des vieux lagoons, enfin, les Casamance sont des vieux Fontaine-Pajot, hein, mais des lagoons peut-être plus âgés. Alors l'avantage de ces bateaux-là, c'est qu'au niveau de la construction, la fibre était pas chère dans ces années-là. Les intérieurs sont pas optimisés comme aujourd'hui, c'est-à-dire que on a tous vu l'évolution de ces catamarans où les espaces de vie intérieurs sont devenus extrêmement volumineux et un 52 ou un 54 pieds d'il y a 20 ans, c'est la taille d'un 45 aujourd'hui. Donc tu vas avoir un bateau qui est assez vieux et qui n'a pas beaucoup d'espace enfin qui a qui a de l'espace de vie. Et là, pour le coup, au niveau du budget réparation, en fonction de ce que tu sais faire ou pas à bord, un Catat 47 pieds qui a un certain nombre d'années, ça peut être un budget autour du monde qui peut devenir compliqué au niveau de la maintenance générale et de l'entretien. Moi j'irai dessus sans problème parce que voilà, au niveau motorisation, au niveau électrique, au niveau fibre, gréement, voile, winch et toutes ces choses là, il y a du background derrière, donc ça peut aller, mais si t'es pas solide, ça peut être tu peux très bien avoir une super occasion, hein, je dis pas ça, mais ça peut très bien être un kata qui va demander une attention bien particulière avec une sellerie intérieure qui va être usée, etc. Donc on va dire que cette personne-là, elle s'oriente vers un monocoque pour les raisons précitées. Et donc si tu as ce budget-là et que tu t'orientes vers un monocoque, reste une question de taille, d'années et de matériaux. Alors, l'acier autour du monde, c'est génial, c'est super solide.
C'est relativement lent, hein, on est d'accord là-dessus. Le gros avantage, c'est que ça se répare partout. N'importe où, tu vas trouver un mec qui a un chalumeau et qui sait découper et souder. Le désavantage de l'acier, c'est que vraiment, là, il faut surveiller la rouille de partout, etc. Et si tu achètes un bateau acier, là, il y a une maintenance générale qui est solide. Et c'est vraiment, il faut que tu aies un gros moteur. Parce que sur un budget autour du monde, sur un bateau du monde, si tu veux ne pas être restreint et commencer à rentrer dans les Tuamotu, dans les atolls où il y a des fois 5 nœuds de courant de jus, un voilier en acier qui va aller faire 6-7 de vitesse au moteur quand tu lui pousses un peu dessus parce qu'il y a un passage à faire. Voilà, ça commence à devenir compliqué. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que pour moi, un bateau en acier de moins de 15 mètres, c'est une hérésie. Tout simplement parce que le ratio du poids par rapport à la puissance que va te fournir le bateau, à moins de 15 mètres, il est encore trop lourd pour la puissance qu'il a, donc il n'avance pas. Et vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc dans le cas, j'allais la voir sur le côté Patreon. Ta vitesse autour du monde, c'est pas une question de faire des transats rapides, c'est une question pour des raisons de sécurité, quand tu vas sur Trinidad et que tu rentres et qu'il y a du jus dans la passe et qu'il faut passer parce que tu es en train de te mettre à l'abri d'un cyclone qui arrive et des choses comme ça, il faut quand même avoir un bateau qui marche et qui puisse se déplacer. Quand tu as un bateau qui fait 4 nœuds au moteur, c'est pas super. Panama, pour passer Panama, la demande qu'on te fait, c'est que tu puisses faire 6 nœuds au moteur seul dans les sas. Donc je m'orienterai pas vers l'acier. L'alu, c'est des super bateaux, mais gaffe à l'électrolyse. Et là, vous voyez, il y a un Français au chantier, il a laissé son bateau 6 mois au marin. Je ferai peut-être une vidéo de son bateau là. Il est en train de se retaper toutes les soudures de tout son bateau, il est en train de refaire la quille, et en 6 mois, il s'est fait défoncer par l'électrolyse. Le mec, il était à la marina, pourtant il avait les anodes et les plombs dans l'eau, et ça n'a pas fonctionné, et il a son bateau, il est ruiné. Donc ça peut aller très vite, une pièce dans les fonds, et là quand tu avais des gamins, le moins de morceaux de cuivre, le moins de trucs, faut vraiment faire attention, tu bricoles, tu dénudes un fil, il y a un bout qui tombe, tu coupes, allez c'est du cuivre, aluminium, t'es parti. Donc la Luce sont des super bateaux, mais moi je n'irai pas dessus, voilà, je ne critique pas. Donc il reste des monocoques en fibre, la question quillard dériveur. Donc j'ai traité ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Vous avez vu que je pense que les dériveurs sur un tour du monde par les alizés marchent mieux que les quillards. Mais bon, un quillard avec pas trop de tirant d'eau serait plutôt mon choix. Donc une quille à ailette, genre 1m60, ce serait plutôt mon choix. Et après, alors vous avez vu, hein, on n'a toujours pas défini plus que ça. Hein. Et après, cockpit central ou cockpit arrière, alors j'en profite puisqu'on m'a posé la question pour répondre à ça aussi dans cette vidéo. Le cockpit central a bien des avantages. Premièrement, c'est que la cabine arrière est fantastique. Que tu es au milieu du bateau, tu es plus haut par rapport à l'eau, tu as la vue quand tu arrives en marina, quand tu rentres dans les Bahamas, le fait d'être un peu plus haut par exemple, ça te permet de mieux voir les patates de corail, voilà, bien que sur les monocoques normaux comme le mien on met quelqu'un à l'avant, ou dans les barres de flèche si vraiment, voilà. Mais donc ça c'est les avantages, bon, pas que cela, mais c'est les avantages du cockpit central. Mais le gros désavantage du cockpit central, et c'est pour ça que j'irai pas dessus, c'est qu'il n'y a pas d'espace de vie dans le cockpit central. Et que, en général, à moins d'être un ours polaire, et donc tu pars pas faire le tour par les alizés, tu quand même passes ta vie à l'extérieur dans ce cockpit, donc le cockpit arrière, en invitant des voisins à venir boire l'apéro. C'est vachement bien pour les quarts de nuit parce que tu peux t'allonger sur un cockpit central. Tu manges pas à 6 ou à 7 dans un cockpit central, tu vas manger à l'intérieur, il fait chaud.
Donc moi, je pense que le cockpit central, ce sont des bateaux qui sont très bien, mais pour vivre vraiment dans des contrées chaudes où tu passes ta vie dehors sous ton bimini, comme le roi du pétrole, je trouve qu'il manque de place. Et donc je préfère vraiment ces grands cockpits arrière, je l'avais expliqué aussi sur la choix du bateau, où tu peux t'allonger à côté de ta compagne, de l'autre côté sur le banc, tu as la visite sur tes instruments, tout se passe là. S'il y a un troisième équipier, par exemple l'enfant, il monte, il y a la place, voilà, t'es pas dans un endroit relativement confiné. Alors par contre voilà, hein, sur un cockpit arrière, il y a l'accès à la mer direct, donc pour les enfants, moi je mets l'annexe à l'arrière, je prendrai un arrière avec des bonnes fermetures que les enfants ne tombent pas à l'eau. Voilà, le cockpit central, c'est plus sécurisé. Hein. Mais ce ne serait pas mon choix pour ces raisons-là. Et ensuite, donc il va falloir, maintenant qu'on connaît ça, choisir un bateau. Donc Beneteau, si je dis pas de bêtises, a fait un audit dans les années 98 et a demandé aux propriétaires, un audit mondial, combien de temps par an ils utilisaient leur bateau. La réponse est venue 30 jours. Donc les gens utilisent en moyenne 32 jours par an leur bateau quand on fait la moyenne. Et ils se sont dit, on fait des bateaux pour naviguer toute l'année. Pourquoi on ne divise pas de moitié, de tiers par 5 la résistance de l'ensemble des choses, puisque les mecs ils les utilisent pas. Et donc tout le monde sait qu'il y a une vague de bateaux entre les années 98, 2000, 2002, 2003 où voilà, ça n'a pas été super. Il y a des marques où il y a des bateaux qui ont perdu les quilles, il y en a d'autres qui sont super flexibles. C'est là où ils ont commencé. Là. Voilà, on a été de moins en moins vers des mâts traversants, des mâts posés, des structures posées sur les ponts qui s'arrachent, des choses comme ça. Donc moi j'irais plutôt sur une version plus vieille que ça. Donc je ne prendrais pas un bateau qui est après 2000. D'une pour des raisons de budget, parce qu'à la revente tu vas perdre pas mal avec un bateau plus vieux. Voilà, et de deux, les intérieurs, alors voilà, c'est là où chacun voit ce qu'il veut. Moi, que l'intérieur soit nickel, qu'il n'y ait pas une rayure, que voilà, bon, mes vernis, tout le bateau devrait se faire revernir, mais je m'en tape le coquillard de vernis de l'intérieur de mon bateau, il est bien comme il est, ça lui donne un côté rustique, vieux, qu'a vécu, et moi j'aime ça. Donc moi je ne sais pas un intérieur. Ensuite, une fois que ça, je me dis, je vais prendre un bateau à cockpit arrière avec qui est dans les années avant les années 60, enfin les années 2000. Ce sera un quillard. Alors si je peux avec Yaelette. Maintenant, il faut faire un choix. Et donc, comme je te dis que derrière, il est bien de pouvoir se mettre à côté de sa compagne, sur les bancs, etc. Déjà, je vais enlever tous les doubles sticks de barre. Tout ce qui est barre double, je vais les supprimer parce que déjà, c'est 2 fois plus de bordel dans le système de barres. Autant avoir une barre simple avec des câbles où tu sais que voilà, un renvoi de l'autre côté. En plus, de toute façon, à part si tu as vraiment de l'argent, mais dans un système double, tu auras de toute façon ta commande moteur que d'un côté. Donc, dans tous les cas, les manœuvres de port, que tu aies une barre simple ou une barre double, ce sera à peu près pareil. Donc, hop, déjà, je vais enlever tout ce qui a des barres doubles. Waouh! Et voyez, déjà, ça fait un gros tri. Je vais enlever, alors moi, en ce qui me concerne, tous les rails de grand voile qui sont derrière le pare-vague. Tu sais, tu as ta descente, tu montes ici, et là tu as le pare-vague, et il y a des bateaux qui ont le rail ici, là, devant. Tout ça, je vais les enlever. Ce rail au milieu, c'est quelque chose qui, moi, ne me plaît pas du tout. Tu l'as dans la descente pour monter, pour descendre en mer, il y a des gens, tu mets ta bombe sur le côté, machin. Il y a des gens qui sont des aficionados de ça, c'est pas mon cas. Donc déjà, tous les bateaux qui ont un rail là, qui ont une double pose de barre, déjà, je les enlève de ma liste. Honnêtement, ça paraît débile ce que je vais dire, mais je ne prendrai pas, à moins que ce soit une super occasion et que vraiment tout le reste me plaise, mais je ne prendrai pas un bateau qui n'a pas les toilettes dans le sens de la marche. Enfin, ou en marche arrière ou en marche avant, hein, mais
que les toilettes sont orientées avant-arrière ou arrière-avant, pas latéral. J'ai testé pour vous, faire ton truc avec les pieds contre la porte d'un côté ou dans l'autre sens, les mains ici, quand il passe au moment où il faut s'essuyer, c'est un petit moment où tu te cales avec la tête. Bon, mesdames, vous allez adorer les bateaux qui ont des toilettes qui sont pas dans le sens de la marche, alors que dans l'autre sens, voilà, tu te cales d'un côté, bon, t'es pas droit de la main gauche pour faire ce que tu as à faire, mais au moins tu peux le faire. Et je vais dans les détails. Hein. Donc ça, je prendrai pas non plus. Ensuite, vient le nombre de toilettes, le nombre de cabines, toutes ces choses-là. Bon, ça, c'est des raisons personnelles qui font que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Là, en l'occurrence, si tu es un couple avec deux gosses, ou ils sont à un âge où ils vont dormir dans un double bench sur le côté, où tu veux que tes gamins ils aient chacun une cabine, mais là, il n'y a plus qu'une cabine arrière. Donc voilà l'histoire. Dormir à l'avant en navigation, c'est quand même bien compliqué. Donc mettre un gamin dans la cabine avant, moi qui dois aller vraiment pas le mal de mer, c'est quelque chose qui est pas si facile que ça. Bon, déjà là, on a bien effacé le truc. Ensuite va venir la taille. Alors, j'estime que tout ce qui fait, alors je parle de vitesse de carène, mais tout ce qui fait moins de 8,5 de vitesse de carène, donc je sais pas combien ça fait longueur de flottaison, mais on doit pas être loin des 12 mètres, 11 mètres 81 ou quelque chose comme ça, j'irai pas dessus. Donc voilà, tu prends les bateaux, tu prends les spécifications, tu regardes les longueurs de flottaison, tout ce qui est moins en dessous de, alors je sais plus combien ça fait, mais 11, je crois que c'est 11 mètres 60 ou quelque chose comme ça. La formule c'est racine carrée de la longueur de flottaison fois 2,4, ça te donne un chiffre, et ce chiffre là c'est ta vitesse de carène, c'est la vitesse que ton bateau peut faire au près. Cette vitesse-là, c'est une vitesse théorique qui est prise dans un lac. Un jour où il y a du près, il n'y a pas de courant et ça se passe bien, tu vois. Dès que tu tapes une nave entre je sais pas où, il y a 2 mètres de houle et qu'il y a un peu de courant et que ça tape, tu divises cette vitesse-là de beaucoup. Donc tu te retrouves avec un bateau qui ne marche pas ou qui marche beaucoup moins bien. Voilà, moi... Bref, je ne vais pas plus là-dessus. Également parce que cette vitesse de carène, ça définit la capacité d'avancer au moteur, hein, on est bien d'accord, c'est ça qui fait que c'est le nombre de vagues qu'il peut y avoir le long de la ligne de flottaison qui va déterminer la vitesse de cette carène-là. Et donc un bateau qui peut aller à une vitesse de carène supérieure, il y aura moins de besoin de pousser dans le bourrin pour aller à une vitesse égale. Et j'aime pas avoir des moteurs qui tournent à 2800 tours pour pouvoir faire 5 nœuds, tu vois, ou à 2005. J'aime bien pouvoir être bien en dessous de ça. Donc ça va déterminer une taille de bateau. Donc il y a tout un tas de bateaux de série qui sont, tout un tas de 44 pieds quand si tu regardes les lignes de flottaison, les mecs ils ont une flottaison de 11 mètres. Hein. Donc ça, pour moi, c'est des hérésies. Si tu achètes un bateau qui fait au moins, qui fait une certaine taille, tu espères que sa vitesse va être en accord avec la taille. Donc si tu achètes un 10 mètres qui a une ligne de flottaison qui en fait 8, tu as acheté 10 mètres de vie, d'espace de vie, mais tu as acheté 8 mètres de vitesse sur l'eau. Bon, tu t'es fait un peu avoir sur le truc. C'est comme si un petit peu, tu as acheté une BMW avec le moteur d'une Dutch. Bon, où est l'intérêt? Ça c'est moi, l'électronique. Alors, moi, quand je vais sur un achat, l'électronique à bord, je m'en contrefous. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a un bon autopilote. Ça, c'est important. Je regarde que ce qui est pas derrière, je m'en fous parce que ça coûte pas cher, mais voilà. Une bonne éolienne tête de mâle, la VHF marche correctement et il y a un bon sondeur. Le reste, la cartographie, les radars, tout ça. Alors, souvent ils ont des radars, les bateaux. Voilà, moi je préfère le radar à l'AIS. On a déjà discuté de l'AIS, je vous expliquais que voilà, ils vous traquent partout dans le monde avec l'AIS. Ça t'est pas arrivé que tu as les douanes qui sont à bord, parce qu'ils savent que tu es en train d'arriver.
Donc l'électronique, je suis pas un féru d'électronique. Aujourd'hui, tu as toute la cartographie du monde sur ton iPad ou sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Donc c'est un peu dommage d'aller mettre de l'argent dans une console de nav super technologique, alors qu'on a tous aujourd'hui des téléphones qui font la même chose. Si c'est pour que sur ta console ça te ramène ta dérive de vent, ta dérive de courant, plus la vitesse de ton angle de vent, bon, comme me disait l'un de ceux qui nous suivent, la vie sur un bateau, c'est et je vais revenir là-dessus, c'est important, c'est pour ça que je suis pas trop AIS. Ma notion de la voile, alors on en a tous des différentes, il y en a ils adorent faire de la régate, il y en a c'est juste le plaisir de partager des trucs entre amis. Moi ma notion de la voile c'est vraiment l'idée de la liberté et cette idée de, alors, je ne vais pas revenir sur Moitessier, mais cette idée de se dire voilà, je suis sorti de la pression de cette société où il faut absolument que tu aies... voilà, la question qu'on te pose la première, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois. Tu n'existes pas en tant que... C'est ta position qui détermine qui tu es, c'est les fringues que tu portes, t'es traqué partout, voilà. Et moi, ma notion de la voile, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui je suis là et je suis content d'être là, et si demain j'ai plus envie d'être là, je prends mon bateau et je peux aller là-bas. Donc... Et c'est de vivre aussi dehors, c'est de plus être dans des endroits où en face de toi tu as un bâtiment, tu es au 14e étage, tu as une rue, un bâtiment en face, tu vis ta journée dans ton bureau ou dans ta bagnole où tu es enfermé. Non, voilà, tu vois, c'est un peu l'idée de la moto, quoi. Tu es dehors, alors les casques sont obligatoires, mais c'est un peu avoir le nez au vent et voir ce qui se passe. Donc c'est pas avoir le nez sur ma console électronique. C'est plutôt être dehors, regarder les nuages, regarder la mer, regarder les îles qui arrivent, les oiseaux, ce que tu veux. Donc pour ces raisons-là, je suis pas trop électronique et je suis pas trop voilà, yes, ça me fait chier que tout le monde sache où je suis. J'ai rien à cacher, mais voilà, t'arrives, t'as les douanes qui viennent à bord, t'as le bateau d'à côté qui est en train de regarder la vitesse que tu fais parce que non, mais tu vois, le bateau, moi quand il passe à côté, il fait la vitesse qu'il veut. Je suis pas en train de regarder à quelle vitesse il va, à quel angle il va, où c'est qu'il va. Je prends les jumelles, je lui dis coucou si on passe pas loin. C'est ma notion du truc, c'est peut-être pas la vôtre, et tant mieux, hein, on n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes notions. Donc ça, c'est des choses que je vais regarder. Ensuite, je ne prendrai pas de voile sur enrouleur. C'est pareil, c'est personnel. Je connais des gens qui en sont très contents, mais je connais pas de système qui se bloque pas. Et donc, ok, vous connaissez le truc, hein, tu vas à l'avant du mât et tout doucement, tu tires tout doucement, c'est parce que le deuxième truc bourre. Et, bon, ça c'est génial, mais c'est génial quand il n'y a pas de vent, quoi. Moi j'estime que quand le vent commence à monter et que tu te dis il faut que je prenne un riz, et que là ça monte, et que pour une raison quelconque, pardon pour mon français, mais ça se bloque, c'est pas le moment où il faut que ça se bloque, quoi. Et ça m'est arrivé d'avoir le système bloqué, de voir, et heureusement c'était au BVI, de devoir aller me mettre derrière une île, monter en tête de mât pour aller couper voilà, tu te mets à l'abri d'une île, t'espères que tu te mets face au vent, tu mets quelqu'un à la barre parce que tu peux pas te mettre au mouillage, et toi tu montes comme un blaireau là-haut. J'évite ça, donc je ne prendrai pas de système sur enrouleur. Donc tu as vu, petit à petit, on en enlève, hein, des choses. Hein. Pas de double barre, pas de chariot ici, des toilettes dans le sens, pas de voile sur enrouleur, une grande ligne de flottaison. Et derrière, j'irai regarder comment dirais-je, la capacité de stockage que tu as à bord. Parce que ça c'est pareil, avoir un intérieur qui est super joli, qui est super machin, qui est super truc, mais où tu peux rien ranger, tu vas partir autour du monde en famille, quoi. Ton bateau il peut prendre grosso modo 20% de sa charge si c'est le monocoque, et ça c'est la charge à sec. Donc tu vas lui mettre, bon, alors, dans le même truc, quand je parle volume, je parle aussi capacité d'eau et capacité de gasoil. Celui-là a une petite capacité de gasoil.
Comme ça, mais là il y a 600 litres d'eau par exemple. 600 litres d'eau, c'est déjà pas mal. Le dessal est une bonne chose autour du monde si tu pars en famille, parce que la carte ça commence à partir vite. Mais tu vas charger ton bateau, parce que tu vas lui mettre une annexe à l'utilisation. Et alors il y en a plein qui vont me dire, j'ai expliqué pourquoi il fallait une annexe. Donc ça c'est pareil sur les vidéos techniques, allez-y. Il y a un ou deux passages sur les annexes. Je pense qu'il faut une annexe, ça ne regarde que moi, mais il faut une annexe rigide avec un moteur qui est capable de tirer ton bateau pour plein de raisons. Donc tu vas avoir une annexe conséquente pour 4 avec un fond rigide, avec un moteur qui va bien, donc ça c'est de la charge à l'arrière. Tu vas avoir un mouillage où tu vas mettre 100 mètres de chaîne, parce que si tu vas autour du monde, il y a des endroits où quand même il va falloir mouiller dans de l'eau. Tu vas commencer à y mettre les sacs de tout le monde, ta caisse à outils, les kits de réparation, tu vas mettre des panneaux solaires, tu vas mettre un portique à l'arrière, et tu vas mettre, et tu vas mettre, et tu vas mettre, et tu vas mettre, et tu vas mettre des jerrycans de gasoil, et tu vas prendre, et ton bateau petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, d'une, plus il est petit, et plus tu te retrouves confronté à cette histoire de 4 personnes dans un 42 pieds, ou 4 personnes dans un 34 pieds, c'est la même quantité de bouffe, d'eau et de ce que tu veux pour faire quelques transats que ce soit. La seule différence, c'est que le 42 pieds, il est plus apte à recevoir cette charge supplémentaire que le 34, puisqu'on est bien d'accord, le ratio poids n'est pas le même. Et donc l'annexe qui va avec et tout ce qui va bien. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est le volume intérieur. Parce que si tu vis toi à l'année dans ta cabine avec ta compagne, on part rarement, comme un blaireau que je suis, avec 4 t-shirts et 5 shorts, quoi. Souvent on amène des choses, les enfants vont vouloir amener des choses. Et puis les enfants il faut aussi qu'ils aient des jeux, des choses. Tu vas avoir les cours du CNED, c'est des bouquins, c'est lourd. Donc tout ça, ça fait qu'il va falloir que tu stockes dans ton bateau. Tu fais la plongée sous-marine, ton système de plongée, tes bouteilles, un bateau qui a du volume. Je vous ai bien vendu l'article là. Donc ça fait partie des critères que j'ai. Je pense qu'on a à peu près fait le tour hein, de ça. Derrière tu fais une inspection correcte, que ton bateau il n'est pas du flex, que tout va bien, les boulons de quille ils tiennent bien, que le gréement il est en bon état. Je prendrai une grande voile avec 3 riz, ça c'est sûr et certain aussi. Là moi il y a un été largable avec une voile tempête, il y a un tangon, il y a un spi, donc avec un set de voiles, mais ça c'est des plus. J'ai pas de Parasailor, mais celui qui a les moyens de se payer un Parasailor, je le fais, je fais pas de pub pour Parasailor, mais c'est des très bonnes voiles et ça marche très bien. Et voilà, grosso modo, ce que je ferai, je prendrai pas d'éolienne, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Aux Antilles, moi avec 300 watts de solaire, là je peux vous montrer, il doit être 11h, je dois être à... Voilà, je suis à 100%, c'est fait. Pourtant j'ai un frigo qui tourne. Les éoliennes, voilà, comme j'ai expliqué, si tu navigues dans des régions où il fait chaud, où il y a de l'ensoleillement, donc tu navigues au portant, elle ne produit pas, parce que la courbe de production est comme ça, et au mouillage, tu te mets dans un mouillage qui est abrité du vent, donc elle ne tourne pas non plus, donc grosso modo, ça va marcher, en théorie, ça devrait marcher la nuit, quand tes panneaux solaires ne marchent pas, et qu'il pleut beaucoup, et qu'il y a du vent pour recharger. Et pour être maintenant en période cyclonique, donc la période des pluies, si on veut, aux Antilles, je me rends compte que l'éolienne, tu n'en as pas besoin, puisque les panneaux solaires, tu vois, ils fournissent largement. Je n'ai jamais démarré mon moteur pour faire 1 gramme d'électricité à bord de ce bateau, à part les longues naves, où je l'allume, comme vous le savez, 2 fois par jour pour recharger ce que fait l'autopilote, ou 1 fois par jour la nuit, si je barre un petit peu. Donc voilà, je mettrai des panneaux solaires. Et puis, je pense que j'ai fait le tour des questions. La taille, alors là on est revenu vers moi avec le gaz. J'ai rien dit sur le gaz parce que je ne veux pas que les discussions passent du mauvais côté, mais celui qui me dit que voilà, on n'a pas le droit d'avoir une bouteille de 13 kg à l'intérieur parce que c'est interdit par la loi et qu'il ne faut pas le faire, il a tout à fait raison.
Et je mets pas ça en compte. Mais je dis, ce mec-là, il va jamais, par exemple, passer 6 mois aux Bahamas, parce que là-bas, il n'y a que du propane. Et que s'il suit la loi, comment il va faire? Parce qu'il ne va pas mettre du propane dans sa gazinière, il faudrait changer les gicleurs. Il n'a pas le droit de mettre du propane dans son système d'installation, parce que c'est fait pour du butane. Et il ne peut pas installer un système de propane lui-même, parce que ça doit être fait par un professionnel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mettre des bouteilles à l'envers, les vider, les transvaser. Bon, voilà. Donc moi, je le répète, la loi, voilà, il y a des choses qui sont écrites, et puis après, il y a la faisabilité autour du monde. La faisabilité autour du monde, c'est que... alors peut-être que c'est une erreur d'avoir une bouteille de 13 kg à l'intérieur, je dis pas, mais d'avoir dehors qui rouille quelque part dans un coffre, je trouve ça, voilà, c'est pire. Un tuyau qui part, qui fait tout le long, non, moi j'ai un tuyau court, je ferme ma bouteille quand j'ai fini de m'en servir, et bon voilà, c'est vraiment pas de cul, si ma bouteille fermée, j'ai une fuite quoi. Et avec 2 bouteilles de 13 kg, j'arrive à, comme vous voyez, ça fait 1 an que je suis parti, je ne suis jamais tombé en panne de gaz. J'ai toujours une bouteille d'avance et quand j'attaque la deuxième bouteille, en général, je suis dans un endroit où je peux re-remplir la première. Plein d'endroits où on peut remplir nos bouteilles. Donc voilà, le gaz, la flotte, l'électricité à bord, et puis tu as fait le tour. Derrière, donc je l'ai expliqué sur plein de vidéos, je la fais super longue hein, les gars, je suis désolé. Je passerai tout avec des petites prises USB que j'installerai dans toutes les cabines pour qu'on puisse brancher les téléphones et les ordinateurs. Moi, mon Mac, il est sur une prise allume-cigare pour faire les vidéos que vous avez. Ma GoPro, tiens, le câble est là, vous voyez, c'est un câble USB. Et tout ce qui va bien. Et normalement, si tu ne fais pas donc du transfert de tes batteries en 220 et qu'en 220 tu viens retransformer en 12 ou en 17 pour ta prise USB, tu gagnes, donc c'est en direct et ça va beaucoup mieux. Voilà, voilà, vous avez grosso modo l'idée du bateau qui me va bien. Et après, il y a plein de petites subtilités qui appartiennent à chacun, genre les hublots dans le sens de la marche, pas dans le sens de la marche pour avoir plus de vent, genre un frigo plus un congélateur. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un congélateur? C'est génial un congélateur, si vous pouvez, allez-y. Mais ça mange de l'électricité, il faudrait mettre des panneaux solaires en plus. Et tout ça, c'est les petites choses qui font que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vis sans congélateur et finalement, ça se passe très bien. J'ai pris que 2 salles de bain parce que j'ai horreur de tout ce qui est les passe-coques sous l'eau. J'essaie d'en virer le plus possible. Au choix, j'ai pris un Perkins, mais bon, comme moteur, s'il y avait eu autre chose, j'aurais pas eu le choix. Perkins, c'est bien, c'est un moteur de tracteur. Tu trouves des pièces de ce côté du monde. Un filtre à gasoil, ça vaut même pas 10 balles. Donc voilà mes chers amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien entendu, tu passes toute l'électricité en LED, ça coûte plus rien aujourd'hui. Passe pas sur de la LED marine. Voilà. Pas plus, pas moins. Donc voilà mon choix de bateau, comment je l'explique. Donc aujourd'hui les fibres anciennes sont quand même bien mastoc. Un bateau qui a une grande longueur de flottaison, qui a de la place à l'intérieur et les différents détails. Allez, je la fais pas plus longue que ça, déjà vous avez pas mal d'infos et c'est encore une vidéo qui est ouverte au public où j'ai donné plein de petites astuces qui sont sur mes vidéos Patreon. Allez, j'en donne un petit peu. Allez, à plus, ciao!